Alors, je me présente, je suis Stéphane Rayos, j'ai créé Fastorize il y a 8 ans maintenant, et avant ça, j'ai été CTO de Rue du Commerce pendant 10 ans. Avec Fastorize, on co-organise également le meetup, l'événement qui s'appelle Wheel of Speed, qui est l'événement français dédié à la WebPerf. Et puis, on est co-organisateur également du meetup WebPerf Paris. On fournit le classement WebPerf des sites sur le JDN, et voilà. Le Fastorize, si vous ne connaissez pas, ça fait du FIO, du Front-End Optimization. C'est un service, c'est comme un CDN, sauf qu'on réécrit les pages à la volée pour appliquer toutes les bonnes pratiques WebPerf, en tenant compte bien sûr de tous les navigateurs, tous les devices, et c'est compatible avec tous les CMS. Alors il y a 4 ans, j'étais déjà venu au Web Today. J'étais plus petit, il me semblait, mais j'étais déjà venu au Web Today et j'avais parlé de WebPerf. J'avais fait un point sur les nouveaux sujets un peu chauds tels que HTTP2 et j'avais essayé d'aller au-delà des règles traditionnelles. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire un catalogue comme j'avais fait il y a 4 ans. Je ne vais pas vous faire un catalogue de bonnes pratiques parce que tellement le sujet est vaste. À la place, je vais rester assez général et je vais vous donner quelques pistes. J'espère que vous pourrez repartir avec quelques pistes pour optimiser vos sites web. Et si vous voulez des confs un peu plus techniques, un peu plus trapus, je vous invite justement à venir à Wheel of Speed, qui est le 20 septembre à Lille. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé en 4 ans? Alors, ma définition de la WebPerf, elle n'a pas tellement changé. Il y a 4 ans, c'était faire que les sites web se chargent le plus rapidement possible sur tous les navigateurs, tous les devices, pour toutes les connexions et tous les utilisateurs. Et finalement, ça n'a pas tellement changé. Par contre, il y a un paramètre qui s'est introduit, c'est qu'il faut qu'en plus, le site soit utilisable le plus rapidement. Ce n'est pas le tout de l'afficher le plus rapidement. Si on ne veut pas cliquer sur ce qu'on veut utiliser, on a perdu. Est-ce que c'est la seule chose qui a changé en 4 ans? Non, en 4 ans, j'ai l'impression que plus personne n'a de doute sur l'importance de la WebPerf. C'est-à-dire qu'on ne me challenge plus sur quel est l'intérêt d'avoir un site rapide. Aujourd'hui, ça paraît naturel, évident à tout le monde. Donc, surtout que, en fait, on est tellement matraqué par Google sur ce sujet, sur l'importance de la WebPerf, ça serait quand même difficile d'y échapper. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu tous les outils que Google met à disposition, alors pas que des non-tech, pas que des tech, hein, des non-tech aussi. On peut mesurer, se comparer à ses concurrents, etc. Google insiste énormément sur la WebPerf, notamment dans ses critères de ranking. Donc, vous ne pouvez pas y avoir échappé. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis 4 ans? D'abord, on va jeter un coup d'œil sur le poids des pages. Les courbes que je vais présenter sont des courbes qui viennent d'un site qui s'appelle HTTP Archive. C'est un site qui teste des millions d'URL chaque jour, donc à peu près 4,5 millions, il me semble. Donc dans des conditions données qui sont fixes, et ça permet de suivre l'évolution du web via cet échantillon. C'est bien sûr un échantillon du web, ce n'est pas le web en entier. Les lignes qu'on voit colorées sont des médianes, donc 50% des sites sont en dessous de cette valeur, 50% des sites sont au-dessus de cette valeur. Et puis on a le min et le max qui sont représentés par les bandes. Alors il y a 4 ans, le poids des pages il explosait. Donc ça c'est de 2011 à 2015, le poids des pages en desktop ou en mobile. En mobile il avait fait presque x6. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans sur le poids des pages? Alors, aujourd'hui, ça augmente encore, hein, donc plus 100%. Donc sur le mobile, on a quasiment doublé le poids des pages, mais heureusement à un rythme plus faible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça continue d'augmenter, et ça continue d'augmenter 2 fois plus vite sur mobile que sur desktop. Donc alors c'est pas très étonnant, hein, vu que le web est devenu mobile, mais quand même. C'est embêtant parce que en fait, il y a une corrélation directe entre poids des pages et capacité à faire une page rapide. Et je dis bien capacité à faire une page rapide, pas vitesse de site. En fait, il y a des études qui montrent que plus une page a un poids élevé, plus la page est lourde,
et moins il y a de pages qui se chargent en moins de 2 secondes. Donc il y a quand même des gens qui arrivent à faire des sites qui pèsent 1 méga et qui se chargent en moins de 2 secondes, mais il y en a beaucoup moins que... il n'y en a pas beaucoup. Au niveau HTTPS, donc le web a basculé en HTTPS depuis que Google a indiqué que c'était un signal de ranking. Toujours avec ce même outil, on voit que 75 à 80% du web est maintenant passé en HTTPS, donc c'est plutôt une bonne chose puisqu'on a des sites sécurisés. Mais qui dit HTTPS dit aussi ralentissement potentiel, parce que plus d'échanges réseau, parce que échange de clés, échange de certificats. Faire une connexion HTTPS, c'est pas neutre, c'est pas la même chose qu'une connexion HTTP. Alors heureusement, on a un nouveau protocole depuis 4 ans qui est le HTTP2 et qui permet d'optimiser un peu ce HTTPS. On est aujourd'hui à peu près à 50% du web qui est en HTTP2. Donc si on fait le calcul, si on fait le ratio, on est 50% en HTTP2, 75% en HTTPS. Ça veut dire quand même qu'il reste un tiers de ces sites web en HTTPS qui sont dans du vieux HTTPS et donc qui souffrent de ralentissement. Et puis 50% de sites web en HTTP2 pour un protocole qui a 4 ans, de mon point de vue, bon, c'est quand même pas terrible. Finalement, le plus inquiétant, c'est cette courbe-là. Cette courbe-là, c'est l'augmentation du JavaScript. Et le fait qu'il y ait presque autant de JavaScript sur desktop que sur mobile. Quand on sait en fait le poids du JavaScript dans la WebPerf, c'est quand même pas bon signe. Je vous montre une petite étude qui mesure le temps d'exécution et de parsing de 200 kilooctets de JavaScript sur différents téléphones. Alors il y a des téléphones high-end, donc des bons téléphones récents, des iPhones récents, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et puis sur des téléphones moyens, ce qui prend 300 millisecondes sur un iPhone, ça prend 1 seconde 8 sur un téléphone moyen. Donc, et ça, c'est sans compter le téléchargement de la ressource JavaScript. Donc imaginez des sites avec 1 mégaoctet de JavaScript, vous multipliez par 5 ces chiffres-là. Donc au final, ça donne quoi en termes de perf? Est-ce qu'on s'est amélioré depuis 4 ans ou pas? Malheureusement, pas forcément. Le constat est quand même très mitigé. Au niveau du desktop, à peu près, oui, globalement, c'est un peu amélioré. Donc là, c'est une métrique qui s'appelle le First Contentful Paint. C'est le moment à partir duquel le navigateur commence à afficher quelque chose. Et on voit qu'il y a une légère amélioration sur la partie desktop, mais par contre, sur la partie mobile, il n'y a pas du tout une amélioration, il y a une baisse de 20%. Sur d'autres métriques comme le DOM Content Loaded, donc l'équivalent du DOM Ready il y a quelques années, c'est à peu près le même constat. On dégrade, les performances se sont dégradées depuis 4 ans, en tout cas sur ce corpus d'URL. Alors bon, si on cherche un peu, on peut trouver des métriques qui s'améliorent. Mais même là, cette métrique qui s'améliore, qui est le time to interactive, en fait, l'amélioration correspond au changement de corpus d'URL. Donc finalement, on a un peu de mal à y croire. Alors, est-ce que au moins les sites web ont plus de fonctionnalités? Est-ce qu'ils sont plus efficaces? En tant qu'utilisateur, on peut se poser la question. Par exemple, un site web d'un client récent avec qui on a travaillé, à votre avis, il faut combien de kilooctets pour charger un site comme ça? Bon, il y a un peu de HTML, il y a 2 images, il y a un peu d'icônes SVG, un peu de CSS, quelques lignes de JS. Et moi, je vous le fais en 40 kilooctets, globalement. À votre avis, il y a quoi derrière? Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas 40 kilooctets. Il y a 406 requêtes, 7 mégaoctets, 200 JS, 1 mégaoctet de JS à télécharger, 6 mégaoctets d'images. Enfin bref, c'est le délire. Alors, bien sûr, je grossis le trait. Je fais exprès. Ils ne sont pas tous comme ça, les sites web. Mais
croyez-moi, pour en croiser un paquet des sites web, il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie. Et c'est vraiment un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de contenu, trop de JS pour pas assez de fonctionnalités pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, là-dessus, il peut cliquer à 3 endroits. Est-ce qu'il a vraiment besoin de 2 mégas de JS pour pouvoir cliquer à 3 endroits? Non, ce JS, il vient surtout pour l'éditeur de site web, les trackers, tout le contenu qui va autour. Et vraiment, le saint graal de la WebPerf, c'est bien ça, c'est ne charger que le contenu et le code nécessaire à ce qui est visible dans le viewport, à ce qui sera utilisé par l'utilisateur. Alors, pourtant, il n'y a jamais eu autant de documentation, hein, d'articles, de conférences, d'acteurs sur la WebPerf. Et a priori, comme tout le monde sait lire, on devrait tous avoir toutes ces techniques-là, on devrait tous utiliser ces techniques-là, pardon, et on devrait tous implémenter du critical CSS, du Brotli, du WebP, du font subsetting, etc. J'imagine que tout le monde fait tout ça. Encore, je suis loin d'avoir tout. Non, bien évidemment, on est très peu à le faire. Et des fois, en plus, quand on suit les règles toutes faites que je viens de lister, ça ne donne rien, ou alors c'est contre-productif. Je vous laisse méditer sur ce genre de code. Alors, je suis désolé, c'est pour les techos, mais sur ce genre de code qui est bien utile, hein, où on a un petit link rel preload d'un CSS qui est déclaré 3 lignes plus loin. Je pense que la personne qui a écrit ça n'a pas tout compris à la notion de preload. Alors, sur quoi il faut vraiment se concentrer en 2019 ? Il faudrait pouvoir tout faire, c'est sûr, mais si on devait choisir ses efforts, qu'est-ce qu'on ferait ? Alors, pour moi, ça n'engage que moi, j'investirais sur 3 chantiers. 1, faire un régime. Peut-être pas avec comme j'aime, mais en tout cas faire un régime. Deuxième chantier, du JavaScript. Traiter le problème du JavaScript. Quand on voit l'impact que ça a sur les perfs, c'est vraiment un incontournable. Troisième chantier, les third parties. Alors, c'est pas innocent, hein, si je le mets dans ces ordres-là, c'est que on va de l'affichage, de l'apparition de l'affichage à l'interactivité, du contenu vers l'interactivité. Alors, le régime, on l'a vu dans les courbes de corrélation, moins il y a de contenu et plus on a de chances d'avoir un site rapide. Donc, bien sûr, on peut avoir un site rapide autrement, c'est-à-dire avec un site de 2 mégas, mais ça va être plus compliqué. Donc, autant commencer par mettre votre site au régime. Et alors, il y a des techniques qui sont très simples et qui sont très génériques, comme le lazy loading. Donc, le lazy loading, si je devais résumer, c'est n'afficher que ce qui est visible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, toutes les images qui sont en dessous, même les iframes, les lecteurs, les players vidéo, enfin, tout ce qui n'est pas visible pour l'utilisateur, ça ne sert à rien de le télécharger, de l'afficher et même de télécharger le code JS qui va avec. Ça peut être faire du critical CSS, c'est-à-dire mettre le CSS, ne charger le CSS uniquement le CSS qui est utile pour la partie visible de la page et puis charger de façon asynchrone le reste du CSS. Ça peut être utiliser des propriétés font display pour qu'on n'attende pas une fonte qui va peut-être mettre du temps à arriver pour afficher du texte, mais qu'on affiche un texte par défaut et ensuite on viendra afficher la bonne police. Donc ça, c'est des choses qui sont très génériques. Puis il y a des choses qui sont plus spécifiques au site. Et là, ça dépend vraiment ça dépend de votre site, ça dépend du contenu qu'il y a sur votre site. Ça peut être mieux gérer les hero images qui sont les grosses images qui prennent de la place sur la première page. Peut-être ne charger qu'une image un peu plus compressée pour dans des conditions qui sont dégradées, ou bien des images qui sont plus petites, bien évidemment pour les mobiles, ou bien faire du progressive JPEG. Il faut traiter ce cas-là de façon particulière. Je vois très souvent des sites qui ont un méga menu. Alors c'est super ce méga menu parce qu'on y met toute l'arborescence du site, on y met les promos, on y met les photos produits et ces méga menus génèrent des tonnes, des mégaoctets. Il y a des fois des mégaoctets de HTML, de code HTML qui ne sert à rien, qui n'est pas vu, qui n'est pas utilisé tant que l'utilisateur de toute façon il n'a pas cliqué sur le burger menu ou sur le menu. Ce type de méga menu, il ne faut pas le télécharger, il ne faut pas le charger tout de suite. Il faut le charger bien à la fin, bien après avoir affiché le début de la page.
Pareil pour le slider, hein, vous avez tous les sites aujourd'hui ont des sliders. Bon, et ben, les sliders, ça doit commencer par la première image du slider. On charge ça, on laisse le navigateur respirer, on charge la libJS qui va faire tourner les images du slider sans charger les images suivantes, et on charge les images suivantes à la demande. Alors c'est quelques techniques parmi des dizaines de techniques. C'est pas une liste exhaustive, mais voilà. En tout cas, pensez qu'il y a des techniques qui sont génériques et puis il y a des techniques qui sont vraiment propres à votre site. En termes de JavaScript, alors je suis pas un expert JavaScript, mais il y a une chose qui fonctionne bien, c'est le differ.js. Alors le differ.js, c'est tout bête. Vous prenez votre balise script et vous lui mettez l'attribut differ. Fin de l'histoire. D'accord ? Pas très compliqué à faire. Ça a l'avantage de ne pas bloquer le parsing du HTML. Ça a l'avantage également de respecter l'ordre de chargement des JS, ce que l'attribut A5 n'assure pas. Donc c'est ultra facile à faire. Ça peut être complété en mettant des balises preload pour accélérer un peu la découverte de ces JS. Alors, d'autres conseils parmi un océan de techniques possibles. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des frameworks en double, en triple, des librairies pour tout et pour n'importe quoi qui apparaissent sur les pages. Et aujourd'hui, on a des navigateurs modernes et j'ai du mal à comprendre encore pourquoi on a besoin d'un jQuery pour aller chercher un élément dans une page. Franchement, télécharger je ne sais pas combien de kilooctets de jQuery pour sélectionner un bouton dans une page, moi ça me dépasse. On n'a peut-être pas le choix, mais en tout cas, voilà, supprimer ces librairies et ces frameworks peut faire gagner énormément de temps. Attention aussi aux loaders qui masquent les JS, les types require.js qui vont, eux, loader de leur manière à eux les JS et on ne va pas profiter finalement des optimisations du navigateur qui va pas les voir ces JS, il ne peut pas les préloader via le prescanner et puis on ne peut pas les charger en parallèle avec du HTTP2. Il y a d'autres choses qui sont encore plus pointues quand on est développeur JS et qu'on utilise des choses comme Webpack. Alors moi j'ai appelé ça la science du bundle parce que alors, vraiment si vous vous plongez dedans, je pense qu'il y a vraiment une science autour de ça qui permet d'optimiser les packs de JS que vous allez servir à vos utilisateurs. Donc il faut optimiser bien sûr la taille de ces packs. Donc il y a des notions de tree shaking, etc. pour pas mettre 2 ou 3 fois la même librairie dans le bundle. Il y a des notions de code splitting qui permettent de définir des split points et de dire je vais charger que le JS jusqu'à ce split point et puis après je chargerai le reste. C'est comme du lazy loading finalement de JavaScript. Il y a maintenant aussi des notions dans Chrome d'import dynamique. Donc quand on fait un import en JS, a priori au départ, on prend le module et ça l'importe directement au moment de l'instruction. Là, ça l'importe au moment où on résout la promesse qui est liée à l'import dynamique. Un point important, c'est que donc il ne faut pas charger tout le JS d'un coup. Il faut limiter la taille du JS, mais il y a aussi ce qu'on appelle les long tasks, toutes les tâches JS qui prennent plus de 50 millisecondes et qui bloquent le navigateur. Le navigateur, c'est quelque chose de monothreadé, donc quand il y a quelque chose qui se passe et qui dure plus de 50 millisecondes, finalement, on bloque l'interactivité du navigateur. Et donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Heureusement, il y a des API aujourd'hui dans le navigateur qui permettent de faire remonter ces long tasks et donc via l'API Performance Observer de faire remonter ces alertes-là et de pointer du doigt qui dure trop longtemps sur ma page. Il y a tout un tas de techniques aussi qui permettent de limiter le nombre d'événements qui seront envoyés à des fonctions type debounce, throttle, etc. Juste pour info, donc j'ai travaillé pour Rue du Commerce et on les a accompagnés sur la WebPerf. Aujourd'hui, ils sont à 43 kilooctets de JavaScript sur la fiche produit. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une fiche produit fonctionnelle avec juste 43 kilooctets de JavaScript. Third parties, alors la vraie douleur pour beaucoup de sites aujourd'hui.
On a vraiment ouvert la boîte de Pandore là, en laissant la main aux non-tech sur ces tags. Mais c'est un peu de la faute des techos aussi. Hein. Si on avait été plus agile et si on avait livré plus rapidement, il n'y aurait pas eu des acteurs des tag management systems. On a quand même quelques moyens d'arranger la situation. Alors, premièrement, il y a une vraie stratégie à mettre en place. C'est pas un projet, c'est pas quelque chose d'uniquement IT. Si vous devez traiter le problème des third parties, ça sera forcément une collaboration entre l'IT et le marketing. Si vous ne collaborez pas, oubliez, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas un chantier qui est pour vous. Et ça commence tout simplement par recenser, nettoyer les tags. Combien de fois j'ai vu des tags, des sites où on ne savait même pas pourquoi ce tag était là, pourquoi il était en double, etc. Et ensuite, on va recenser, nettoyer, on va évaluer les perfs de chaque tag, et puis on va coller ça dans un pauvre fichier Excel. Voilà, un pauvre tableau, on va dire, tel tag, c'est tel responsable, il fait quoi, c'est qui le contact, quels sont les domaines qui sont associés à ce tag, et quel impact sur la perf il a quand je branche le tag. Donc ça c'est tout bête, hein, c'est un fichier Excel que vous remplissez de pair avec entre le métier et l'IT. Bien évidemment, il faut surveiller en permanence les perfs et la disponibilité des tags. Et un petit conseil, si vous pouvez charger vos tags sur le domaine principal, c'est-à-dire au lieu de comment je l'ai appelé, cameloti.com, vous le chargez sur mysite.com, votre site, via un système de proxy cache. Là, vous évitez tous les problèmes de SPOF qu'on peut voir de ce type-là, où on a... quand il y a un fournisseur de tags qui se plante, même si votre site fonctionne très bien, pendant 30 secondes, vous pouvez avoir un site tout blanc. Donc, essayez de limiter les SPOF en hébergeant les tags chez vous. Alors, ça ne vaut pas que pour les third parties de type marketing, hein, mais ça vaut aussi pour les ressources techniques, c'est-à-dire que tout ce qui est libjs, de CDNJS, CDNJQuery, etc., les fonds, par exemple, fonds de Google API, tout ça, c'est quand même mieux de les héberger, de les auto-héberger chez vous. Il faut limiter leur nombre. Juste un exemple, chez un de nos clients, quand on enlève un tag qui posait problème, on passe d'un time to interactive de 13,2 à 5,1 secondes et le score de performance Lighthouse, enfin bref, tous les indicateurs s'améliorent, donc ça vaut le coup quand même de faire ce travail. Dernière chose, si on peut charger de façon asynchrone, voire différée, et limiter le chargement en parallèle, c'est mieux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les fournisseurs de tags vous disent tous, bon, mon tag, il est asynchrone, non bloquant. Ça veut dire quoi, asynchrone, non bloquant? Ça veut dire que pendant le chargement, il ne va pas bloquer le parsing du code HTML. Par contre, dès qu'il arrive, il bloque le navigateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on charge 50 tags d'affilée. Bien évidemment, ils répondent tous en même temps parce que ils sont chargés en parallèle en asynchrone. Et comme ils sont tous rapides, parce qu'on les a challengés pour répondre rapidement, ils arrivent tous en même temps et ils s'exécutent tous en même temps. Et donc là, c'est la foire d'empoigne dans le navigateur. Et vous avez le CPU qui est complètement pris comme ça. Et donc, ce qu'on peut faire pour traiter ce problème-là, c'est qu'on peut essayer de queuer un peu les tags, de jouer sur le fait qu'on ne va pas les lancer tous en même temps. Alors, on a fait des expérimentations. Alors c'est un peu de code JavaScript, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet, en gros, on le met au tout début du tag management system dans un container, on définit un système de queue, on pousse chaque tag dans la queue. À un moment donné, au lieu d'appeler directement le tag, là c'est le tag Facebook, on va wrapper l'appel de ce tag et puis le mettre dans la queue. Et puis, au moment de la fin du chargement du container, on dépile la queue, mais en tenant compte d'une priorité qu'on a mis. Donc, si on est capable de dire, tu vas t'exécuter, tu as une priorité 3, tu vas t'exécuter à 3 fois 300 millisecondes. Par exemple, si tu as une priorité 2, tu vas t'exécuter à 2 fois 300 millisecondes. Et ça donne ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on a un waterfall avec des tags où tous les tags se lancent quasiment en même temps. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a étiré un peu le waterfall, on a laissé respirer le navigateur en
en déplaçant les... Ici, on a mis 2 secondes d'intervalle, donc on voit bien que le navigateur, là, il a le temps de respirer. Alors, en conclusion, alors au lieu de finir par une liste de bons conseils longs comme le bras, j'aimerais terminer par quelque chose qui m'a marqué récemment. C'est rien de grave. Hein. En 1983, j'ai 12 ans et je jouais à un jeu qui s'appelait Manic Miner sur ZX Spectrum, tenait sur une cassette audio et ça prenait un peu moins de 48 kilooctets. Il fallait l'extension 32K, sinon on ne pouvait pas y jouer. Bon, autant vous dire que c'était ultra optimisé. J'ai trouvé ce même jeu sur l'App Store il n'y a pas très longtemps. Je l'ai téléchargé, bien sûr, j'y ai joué. Alors c'est tout pareil, vraiment la même expérience. Le seul truc qui a changé quand même, c'est qu'au lieu de 48 kilos, ça prend 68 mégaoctets. Bah, je sais bien qu'on embarque tout un tas de trucs dedans et que je comprends les raisons parce que je suis un techos. Mais quand même, est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai la même expérience quand même utilisateur, le même jeu, et j'ai 1000 fois, 10 000 fois plus de code à télécharger. Quand même, moi, ça me paraît quand même étrange. Donc, pour la prochaine fois, hein, si vous avez une date à formater, je ne sais pas, posez-vous la question de savoir si vous avez besoin de la lib Moment.js ou de jQuery. Essayez de le faire par vous-même d'abord. Alors, je ne suis pas le seul à me poser ce genre de questions. Sur l'efficacité de nos développements actuels. Il y a un très bon blog post que je vous conseille sur ce sujet. C'est un peu dérangeant, puisque quand on est éco, ça remet un peu en cause tout ce qu'on a fait. Et pour finir, je trouve qu'il y a quand même une analogie assez fascinante entre cette débauche de framework, de JS, de third party, pour faire la même chose qu'il y a 15 ans. Et plus globalement sur l'évolution de la technologie, là, il y a 40-50 ans, on avait les 2 chevaux qui consommaient 5 litres au 100. Aujourd'hui, on a des voitures qui, malgré toutes les optimisations qu'on a pu apporter, consomment toujours 5 litres au 100. Est-ce qu'on ne devrait pas changer notre façon de voir? Et si on veut des sites rapides, qu'est-ce qu'on doit choisir? Est-ce qu'on doit faire de la Tesla ou bien on doit choisir un vélo? Et moi, personnellement, je pense il serait temps de se pencher sur l'aspect vélo plus que sur l'aspect Tesla et technologie qui va tout résoudre. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et puis au travail.